Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue sur Actu Matin, le rendez-vous de l'info et de la discussion sur la 3. Vivre avec nous l'actualité, les échos du chantier électoral, les acteurs politiques suspendus aux décisions à venir des comités d'études des dossiers de candidature et des premiers responsables de leur formation politique. Qui sait qui sera sur la liste de candidatures dans chaque formation politique au soir du 2 novembre 2022. Les spéculations vont bon train et l'attente devient de plus en plus longue pour nombre de concurrents. En attendant de vivre ces grands instants, le moment venu dans quelques semaines, comme nous l'avons démarré depuis quelques jours, on poursuit nos analyses des circonscriptions électorales, toutes les informations sur leur composition, ce dont elles regorgent et les grands enjeux politiques qui feront vivre les législatives de 2023. Nous irons dans la 6e et la 7e circonscription ce matin avec mes invités. Restez avec nous à l'heure du débat. On parlera aussi économie puisque nous sommes jeudi et à la clé, les dernières performances du Bénin. Il arrive en première position pour sa maîtrise de l'inflation au deuxième semestre de cette année 2022. Qu'est-ce qui a bien peu milité en faveur de notre pays et quelles sont les perspectives pour les mois à venir? Nous recevrons en invité Ambroise Maotonji. Il est économiste, spécialiste des questions macroéconomiques. Il sera avec nous dans le forum environnement de tout à l'heure avec Clément Achadé. Merci de votre fidélité. Bienvenue, installez-vous dans un instant. La revue des titres de la presse nationale et ce sera avec vous, Akhavali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue. Voici pour vous la météo. Chaque jour qui passe est son lot d'informations politiques à mesure que nous approchons des grandes dates pour les législatives de 2023 et on va commencer par parler de cette activité, cette descente d'explications et de conquête de militants pour la cause de l'Union progressiste, le renouveau, l'opération de charme de Gabin à Loyon et ses camarades a lieu à Logozoré dans la commune de Savalou, c'est dans le département des Collines. À travers cette action, les leaders politiques comptent enraciner le parti du Baobab dans leur localité pour des scores heureux au soir du 8 janvier prochain. Images et propos à suivre dans notre bulletin matinal. Et puis 120 candidats des 300 hommes et femmes en course pour l'entrée dans l'effectif des forces armées béninoises franchissent l'étape de l'épreuve sportive. La deuxième vague du concours de recrutement militaire a eu lieu hier dans la grande ville de Cotonou. Le concours a été lancé par le ministre délégué en charge de la défense nationale. On va y revenir tout à l'heure au bulletin de l'information juste après la une des journaux.
Eh bien, Wakhabali Para, qu'est-ce que nous avons dans la presse matinale ce matin? Allez, un peu de tout, Christian Dandédian à la une des parutions. On va commencer par le quotidien Maison Fraternité. Maraîchage au Bénin, au nom du profit, la culture bio est en berne. Le journal Fraternité qui a accordé la parole en ses pages 6 et 7 à un spécialiste, n'est-ce pas, de la production végétale et agroalimentaire. Son nom, c'est Hubert Soussou. Celui-ci estime qu'il faut sensibiliser la population sur les bienfaits des produits bio. Visite de travail du chef de l'État aux Pays-Bas, des accords de financement au profit de la partie béninoise. Et puis Hubert Clotoré, enseignant sur le phénomène de la crue, il faut un calendrier scolaire spécial pour les zones inondables. Et puis distinction honorifique à l'international, le jeune béninois Hanza Diman fait croix fédérale du mérite en Allemagne. Actualité politique maintenant à la une du quotidien Le Matinal. Conseil communaux, le parti Foscori pour un Bénin émergent retire sa confiance aux démissionnaires. Flou du départ du maire de Kandi, Zinatou Alazi. Il y a également des réactions à lire, des réactions d'élus et du préfet de la Liborie à lire dans les colonnes du quotidien Le Matinal. Le Matinal donc qui a proposé un grand dossier exclusif sur cette actualité. Production cotonnière, les performances du Bénin ces 10 dernières années. Allez, on fait un tour maintenant en avant. On est à la une du quotidien Soleil Levant. Visite de travail du président béninois aux Pays-Bas. Des retombées salvatrices pour le Bénin. Projet d'alimentation en eau potable dans 6 localités du Nord approuvé. Et puis, il y a le préfet du département de l'Atlantique qui a entamé une tournée. Il est attendu à Soava ce jour. Nord-Sud quotidien cette fois-ci, législative 2023, la Sénat invite les organisations de la société civile à jouer leur rôle. Et puis action des amis d'Abimbola dans la 6e circonscription électorale, Roland Zo soutient parole pour les pièces d'état civil gratuites. L'autre vision, journée mondiale des enseignants, le docteur Deogracias Orphée Zunji demande le reversement des AME dans la fonction publique. Le docteur Deogracias Orphée Zunji qui communie avec les enseignants de Toba. Nous sommes là dans la commune d'Abomey-Calavi. Toujours à la une du quotidien L'autre vision face aux organisations de la société civile et aux acteurs des médias, la Sénat exprime ses attentes pour un succès éclatant des élections législatives de 2023. L'amalgame qu'il faut éviter entre les attributions du Conseil électoral et la direction générale des élections, à lire dans les colonnes de L'autre vision. On est maintenant à la une du grand jury. Le grand jury, 9e édition des Jeux universitaires. Le ministre Omeki et le directeur général adjoint de l'OPSU, Judikaël Ayadokou, exposent le nouveau format. On verra de quoi cela retourne dans nos prochaines éditions en son et en images. Donc, et puis consultation de la liste électorale et des législatives apaisées courant pour 2023. Les pots de Zinsou et les conducteurs de Zema de la 6e circonscription électorale signe le pacte de la sensibilisation. Soleil Bénin Info, animation de la vie politique et législative dans la 23e circonscription électorale. Armand Gansset, le calme avant la tempête, s'interroge le journal. Entre l'humilité et ambition, le jeune acteur politique ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de se battre pour talon, titre le Soleil Bénin Info, le journal Soleil Bénin Info également qui publie une portion des propos de Saka Lafia à la rencontre avec les représentants des organisations de la société civile et aux hommes des médias. Je veux organiser l'une des meilleures élections. Quotidien L'Informateur, en prélude au démarrage des championnats au niveau des enseignements supérieurs, Oswald Omeki expose la vision du pouvoir aux universitaires. Et puis Assemblée nationale, tout sur les dernières lois votées à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Informateur.
Matin libre, très interrogatif ce matin. Législative au Bénin. Que feront les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi? Pendant ce temps, le matin libre donne à lire dans ses colonnes l'analyse et l'appréciation de l'expert foncier Daouda Moussé qui apprécie et relativise la loi portant cour spéciale des affaires foncières. Quotidien La Boussole pour finir, Christian Dandedjian. Suite à l'effondrement d'une salle de classe à l'école primaire publique de Gano dans la commune de Parakou, l'honorable Badamassi exprime sa compassion et promet des mesures urgentes. Et puis signature d'accord de financement aux Pays-Bas, encore plus d'eau potable pour 6 communes du Nord Bénin. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce jeudi matin avec Fraternité qui parle à la une du maraîchage au Bénin et estime qu'au nom du profit, la culture bio est en berne. Le journal a accordé la parole à un spécialiste de la production végétale et agroalimentaire. Son nom, c'est Hubert Sossou. Celui-ci estime qu'il faut sensibiliser la population sur les bienfaits des produits bio. Justement, et en page 6 et 7 du journal ce matin, vous avez ces propos, des propos recueillis par Patrice Sokebe et Irène Douché de la rédaction du quotidien Fraternité. Le journal qui également nous renseigne sur cette activité de la Commission électorale nationale autonome qui a échangé avec les organisations de la société civile et les médias. C'était hier mercredi. La Sénat a présenté aux représentants de ces acteurs les démarches à suivre par chacun dans son rôle en vue d'une bonne tenue du scrutin le 8 janvier 2023. La rencontre s'est tenue à Cotonou. Et puis, on parle depuis plusieurs jours déjà de la montée des eaux en République du Bénin, la crue. Et il y a donc à lire en page 2 du journal Fraternité ce matin les propos de cet enseignant sur le phénomène de crue. Il déclare qu'il faudra un calendrier scolaire spécial pour les zones humides pour pallier donc un peu aux intempéries, aux difficultés qu'ont certains acteurs du système éducatif à vaquer à leurs occupations. Voilà, ainsi résumé l'actualité dans la presse ce matin. En fin d'édition, on fera le tour complet. Ce sera avec Assion Kanya Siongon. William Clécan, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Avec vous, le mini-journal. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est bien sûr l'actualité et chaque jour qui passe son lot d'informations sur les législatives à venir à quelques mois de ces élections. L'heure est à la mobilisation des troupes dans les différentes formations politiques et dans la plupart des localités de notre pays. Les leaders du parti Union Progressiste Le Renouveau ont entamé une tournée de remobilisation. Vous allez le voir dans un instant. L'équipe est conduite par Gabin à Loyon, à Logozoré. Plusieurs villages ont été sillonnés pour expliquer aux populations la vision du parti. On retrouve Imet Elena Moussou et Georges Vaudoulon pour plus de précisions. L'activité s'est déroulée dans plusieurs villages de l'arrondissement de Logozoré. Elle sonne la remobilisation des militants progressistes dans la zone en prélude aux législatives de janvier 2023. L'initiative est portée par un groupe de leaders dont Gabin Aloyon, cadre natif de Logozoré et acteur politique influent de la commune de Savalou. Dans sa démarche, il est soutenu par des aînés qui partagent la même vision que lui. Chaque acteur dans sa localité, en tant que membre de l'Union progressiste, est invité à faire en sorte que les militants puissent se sentir concernés par la cause, la nouvelle cause de l'Union progressiste. Et lorsque vous prenez la ligne qui est frontalière avec la commune de Dassazoumé, elle part de Gobara en passant par Logozoré, Mopa, Lakotan.
et faire frontière de l'autre côté aussi avec la commune de Glazoué et dans une certaine mesure avec la commune de Bonté. Nous avons décidé sur cette ligne-là de faire ceinture. Plus rien ne doit encore avoir de la place ici si ce n'est pas l'Union progressiste, le renouveau. Chaque étape est une occasion pour la délégation d'échanger avec l'assistance sur la vie du parti, les réformes en cours pour enfin définir les stratégies afin de maintenir la vague jaune active. Plus que jamais requinquée, les militants promettent jouer davantage leur partition pour l'enracinement de l'Union progressiste, le renouveau, dans la 9e circonscription électorale, notamment à Savalou. À l'occasion, de nouveaux adhérents ont été enregistrés. Personne ne peut aller contre le gouvernement et pouvoir aller de l'avant. Je suis mouvancier. J'étais BR. Aujourd'hui, je déclare solennellement UPR. Ce n'est qu'un aboutissement d'un travail d'ensemble sur la commune. Je ne dirai plus ce que vous avez déjà vu dans tout l'ouest du Savalou, qui nous a permis d'obtenir, il y a plus d'un an, le ralliement de l'ensemble des élus. Jadis FCBE, ce sera l'apothéose au centre de la commune. On a eu des réunions avec ces derniers pour situer le contexte, structurer les organisations du parti qui sont ici. Et aujourd'hui, on est là simplement pour montrer à la population de Logozoré que désormais, ces gens-là, ces militants, ces camarades, ces parents à eux, sont désormais à l'Union progressiste. Vu l'imminence de la prochaine échéance électorale, les descentes ont aussi été une occasion idéale pour sensibiliser les populations. Jeunes, hommes et femmes des localités parcourues ont été invités à la culture de la paix. Ce n'est pas seulement une exhortation. Nous construisons avec la population la paix. Nous construisons une atmosphère de paix. À quelques mois des législatives à venir, l'heure est à la mobilisation des troupes dans toutes les formations politiques. Dans le camp de l'Union progressiste, le renouveau, les leaders travaillent d'arrache-pied à maintenir la veille. Ils entendent aller de plus en plus vers les populations, partager suffisamment avec elles la vision du parti afin de susciter une plus grande adhésion à la cause du parti du Baobab. Et lundi prochain, dans notre voyage dans les circonscriptions électorales, eh bien, nous serons dans cette 9e circonscription électorale qui regroupe Banté, Dassa et Savalou. On verra quel est le contenu de ces circonscriptions et les forces politiques en présence. Restez donc sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin. On va poursuivre avec vous, William Cliquin, et cette activité entre membres du gouvernement. La ministre de la fonction publique a tenu une séance d'échange avec son collègue chargé de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Christian Adandéjan, les deux membres du gouvernement, assistés de leurs collaborateurs, ont longuement discuté de la gestion de la carrière des agents de l'État et l'exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État. Les échanges se sont appesantis, notamment sur les difficultés, le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle étant un des plus gros effectifs d'agents de l'État au Bénin. Ingrid Day et Henri Ganti nous font ici le point. C'est dans cette salle de conférence du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle que se discute la question de la gestion de la carrière des agents de l'État, soucieux également des difficultés liées à l'exploitation du système intégré de gestion des ressources humaines de l'État mis en place par son département. La ministre de la fonction publique, dans la droite ligne des réformes du gouvernement, a tenu une séance d'échange et de partage avec son homologue chargé de l'enseignement secondaire. Il s'agit en réalité d'une tournée entreprise par Adidjatou Matis dans les ministères à gros effectifs de travail de l'État et dont la finalité est d'assurer la modernisation des outils de gestion simplifiés des ressources humaines. J'ai eu des retours comme quoi aujourd'hui il y a quelques petits problèmes qui inhibe, disons, la parution régulière des actes de carrière des agents de l'État. Or, l'un des objectifs de la réforme, c'est de permettre aux agents de l'État de rester sur place et de travailler, que d'avoir à être à la recherche de leurs actes de carrière ou la connaissance du niveau d'évolution de leurs actes de carrière. En cela, ils ont donc décidé d'aller dans les ministères, comme je l'ai dit, à gros effectifs, pour manquer des difficultés rencontrées et surtout pour connaître également le niveau, disons,
de parution des actes au jour d'aujourd'hui. Après la première partie des échanges, les deux autorités ministérielles sont allées visiter les locaux de la plateforme du système intégré de gestion des ressources humaines. À cette étape des échanges sont soulignées les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la plateforme. Il s'agit notamment des problèmes liés à l'insuffisance de matériel de qualité, à la défaillance de la connexion Internet, à l'instabilité énergétique, à l'absence d'infrastructures d'archivage des dossiers et à l'insuffisance de personnel qualifié. Pour ce qui est des archives, nos équipes vont travailler là-dessus. Et je vais suggérer d'ailleurs que vos collaborateurs avec les miens puissent aller sur les sites de Akasato et de Porto Novo pour voir dans quel état les archives sont. Ensuite, ils pourront nous faire des recommandations. Nous avons à faire encore en termes d'amélioration des conditions de travail, et notamment les ordinateurs qu'il faut mettre à disposition. Ils en souffrent. Les chefs services archivage des 10 ministères vont désormais travailler de commun accord pour pallier les problèmes qui minent la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, ont laissé entendre les deux autorités ministérielles. Et au moment où les agents de l'État parlent de leur carrière, d'autres jeunes ambitionnent d'intégrer la fonction publique. La phase sportive de la deuxième vague du concours de recrutement au profit des forces armées béninoises a été lancée hier. Cérémonie présidée par le ministre délégué en charge de la Défense nationale. Plus de 300 hommes et femmes au début ont pris part à ce concours à travers une course de plusieurs kilomètres sur la route des pêches. À la fin de cette étape, environ 120 candidats ont été retenus pour la suite du processus. Elvis Tonoucoin et Drissou Boukari. Formalité de contrôle d'identité, puis des consignes du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense nationale avant de donner le top de la phase sportive de la deuxième vague de recrutement au profit des forces armées béninoises. Top, c'est parti. C'est bon. 306 au total, dont 28 filles. Ces candidats ont 27 minutes au maximum pour courir sur une distance de 6 km pour les hommes et 4 pour les femmes. Une épreuve d'endurance qui n'est pas du tout simple. Plusieurs raisons justifient la satisfaction du ministre en charge de la Défense nationale. Le résultat n'est pas mal au niveau des femmes, mais médiocre au niveau des hommes quand même. Je me félicite que sur tous les territoires, dans les 12 départements, qu'on ait fini, que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incidents graves, déplorables comme les cas antérieurs où nous déplorons même des psychoses, des décès. Et voici le premier du côté des hommes et la première chez les femmes. À l'arrivée donc, 89 garçons et 18 filles ont été retenus pour cette première étape du processus de recrutement. 117 candidats, dont 18 filles, qui franchissent cette étape, prendront part aux épreuves écrites et les admis parmi eux seront soumis à la visite médicale avant l'entame de la formation qui va démarrer le 15 novembre prochain. Il y a qu'un seul sentiment qui m'anime, le sentiment de joie, mais on dit souvent que quand le travail n'est pas encore terminé, rien n'est encore fait. Donc ça reste encore la phase écrite qui est primordiale pour moi. Donc je vais encore me mettre au travail et aussi affronter la phase écrite pour tirer mon épingle du jeu. Je remercie mon grand frère qui m'a encadré. Sans lui, waouh. Merci au Foko Diamafia. Je me félicite que de plus en plus, je ne suis plus gêné par les parents, les amis qui viennent me dire aide-moi, aide ton neveu, aide ton cousin. Parce qu'ils ont compris définitivement que nous sommes dans notre troisième session, qu'il n'y a pas de passe droit. Ces concours sont inscrits dans le programme d'action du gouvernement qui prévoit le recrutement de 2000 militaires chaque année, soit au total 10 000 militaires en 5 années pour renforcer l'effectif des forces armées béninoises.
Et voilà, ce commentaire et cette voix de Teddy Goudalo. Et puis, on va changer de sujet cette fois-ci pour parler d'inondation et suite donc aux événements enregistrés dans plusieurs communes du Bénin. L'Organisation internationale d'aide a procédé dans l'après-midi du mercredi à la remise de kits de vivres aux populations victimes. C'est Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui, au nom du gouvernement, a réceptionné le lot de dons. On va retrouver Teddy Goudalo et cette fois avec Eder Nkwevi pour le reportage. Ce geste humanitaire était tant attendu par les populations victimes des inondations enregistrées ces derniers jours dans plusieurs communes du Bénin. Des kits de vivres et autres produits de première nécessité qui viennent soulager les peines des sinistrés. À l'œuvre de cet acte de générosité, l'Organisation internationale Direct Aid. En retirant nos sincères remerciements à Direct Aid et à l'ANPC, je voudrais prendre l'engagement, au nom de mes pairs, de rassurer tous les acteurs ici présents que les kits iront aux populations réellement sinistrées et vulnérables de nos communes. Le geste de ce jour constitue un dépli pour renchérir plusieurs efforts passés dans le cadre du renforcement de notre partenariat avec le gouvernement béninois à travers de l'ANPC en matière de protection civile, d'un montant global de 115 456 000 francs CFA. En guise de secours humanitaire réalisé à l'endroit des sinistrés de plusieurs communes du Bénin, à savoir Malanville, Karimama, Niki, Adjon, Ateme, Grand Popo, Zinando et Cotonou. Le don est composé de 2000 sacs de riz, 500 cartons d'huile végétale, 80 sacs de sucre, 500 pâtés de coquillettes, 2000 unités de moustiquaires imprégnés, des savons, des feuilles de tôle, du sel et des bacs motorisés. Le gouvernement salue ici cette bonne foi renouvelée de l'organisation. Messieurs les maires, en vos qualités respectives de président des plateformes communales de réduction des risques de catastrophe, je vous demande de veiller à une répartition efficiente des présents kits d'assistance humanitaire. Veillez à ce qu'il aille effectivement aux populations sinistrées dans le strict respect des principes d'assistance humanitaire que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. J'invite particulièrement les maires des communes bénéficiaires de bacs motorisés à en faire bon usage tout en prenant des dispositions nécessaires à leur bon entretien. Voilà donc les directives de Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les responsables des communes bénéficiaires sont donc appelés à un suivi rigoureux afin de permettre aux ayants droit d'en jouir pleinement. Et ce retour sur la route Kota-Kouandé qui végète dans un état défectueux bien sûr au lendemain des pluies diluviennes qui tombent sur le septentrion, des pluies qui ont défiguré complètement la route dont il est question, une situation qui a créé des désagréments aux populations usagers de cette voie, motocyclistes comme automobilistes. On va retrouver Alassane Harouna et Abdou Sahabi Idrissou de notre bureau régional à Takora-Donga pour le constat. Voici l'état dans lequel se trouve l'axe routier Kota-Kouandé. Distante de 50 km, cette bretelle se trouve dans un état de dégradation très avancé en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur la partie septentrionale. Une situation qui plonge les usagers dans un désarroi total. La voie de Kouandé-Kota est vraiment gâtée, surtout au temps de la pluie. Nous ne pouvons pas passer. C'est tellement grave pour passer ces problèmes. La voie de Kouandé, vraiment, on ne sait pas comment dire. Partout, il y a les cailloux, il y a les endroits vraiment, l'eau a tout ramassé. Les véhicules font juste à 3 jours, 4 jours. Les endroits où les cailloux empêchent les véhicules de passer, les ponts sont vraiment détruits. On ne sait pas, c'est sympa à nous sauver, je ne sais pas comment dire. Depuis l'avènement de la saison pluvieuse, rallier l'une ou l'autre des localités traversées par cette route
relèvent d'un parcours de combattants. Motocyclistes, tout comme conducteurs des véhicules, doivent surmonter nids de poules et des flaques d'eau qui jonchent cet axe routier. Nous avons assisté plusieurs fois à des accidents sur cette voie. Juste derrière moi, hier, il y a un camion qui n'a pas pu traverser cet endroit et qui a fait un tonneau là. Voilà. Chaque fois, même devant encore ici, tout juste après le pont de Kotopunga, moi-même j'ai chuté, voilà ma moto qui est la preuve même. Donc plusieurs fois, quand il y a la pluie, il y a toujours des accidents parce qu'on n'arrive pas à rouler. L'état de dégradation dans lequel se trouve l'infrastructure routière plonge Kouandé et ses environs dans un isolement total. Difficile voire impossible d'effectuer des évacuations sanitaires de Kouandé ou d'acheminer les produits vivriers vers les marchés d'écoulement, ceci aux grandes dames des commerçants. On est ici il y a 3 jours. On a même déchargé le camion que vous voyez. Mais RAS, ça n'a pas pu résister. On est là. Maintenant, on attend. Au cas où quelqu'un va venir nous secouer, là, il va nous tirer. On est là, on ne peut rien. On a tout fait. Partagés entre crainte des accidents et la peur d'endommager leurs engins à cause de l'état de cette voie, plusieurs personnes à Kouandé avortent leur voyage sur Natitengu et vice-versa. Une situation qui plombe les activités commerciales dans la région. Préoccupé par la situation, l'honorable Abdoulaye Gounou ne cesse d'implorer l'indulgence de l'État central qui a déjà inscrit la construction de cette bretelle au rang de ses priorités à passer à la vitesse supérieure. Kouandé, à l'heure où je vous parle, est isolé du reste du monde. Du côté de Kérou, en passant par Guimaro, Kankou a coupé. Notre fameux pont Kankou, tristement célèbre, a coupé encore une fois Kouandé de sa moitié. Du côté de Péonko, il y a un rivière qui s'appelle Béba qui a coupé. On ne peut pas aller à Péonko facilement. Le pont de Birni a coupé. On ne vient pas à Birni. Un pont entier est parti. Le ministre connaît à tout ce point. Nous sommes dans un calvaire. L'enfer du Bénin, c'est ici. C'est dans les deux capés. Ce n'est nulle part, hein. Monsieur le Président, merci de nous sortir de l'enfer. Vous aurez posé un acte hautement historique, sans précédent dans l'histoire de notre pays. Avec le projet d'aménagement et de bitumage de cette infrastructure routière annoncé pour bientôt par le gouvernement de la rupture, les populations de Kouandé sortiront bientôt de leur isolement. Mais en attendant, elles devront continuer à subir les affres de cette voie calamiteuse. Retrouver lundi, Christian. Merci à vous, William Piquant. Très bonne journée du jeudi dans la suite de ce programme matinal. Dans un instant, les informations sur les prix des produits sur les différents marchés qu'il aura à nous présenter tout à l'heure Clément Tchadé. Juste après, on parlera de la maîtrise de l'inflation avec notre pays, le Bénin, qui est classé premier dans l'UEMOA au deuxième semestre de cette année 2022. Ambroise Maotonji, économiste spécialiste de la macroéconomie, sera avec nous pour nous apporter les éléments d'appréciation. Et puis dans la suite, nous irons ce matin dans la commune d'Abomey-Calavi, dans la commune de Zé et dans la commune de Soava, qui constitue la 6e circonscription électorale, pour parler des grands enjeux politiques avec les forces politiques en présence. Et puis on fera également une descente dans la 7e circonscription électorale où la bataille également se prépare de ce côté avec les positionnements qui sont en cours. Eloge Francis Atadé, expert en communication politique. Il sera en plateau accompagné de Wahab Alikbara, Kimé Ousseni et Herman Parfait à Niambossou. Préparez-vous également, on fera un petit voyage du côté de Niki, puisque Niki sera le 8 et 9 septembre prochain sous le feu des projecteurs. Les festivités de la Gani édition 2022 auront lieu. Nous irons là-bas pour prendre un peu la température des préparatifs. Et dans le programme matinal, après la page éco, vous aurez le journal des sports avec Ali Moumouni qui s'amène.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les sports ce matin, ce sera avec vous, Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour, Christian. Au sommaire, nous avons du football, du handball, du cyclisme. Et c'est le menu que vous nous proposez, Ali. On commence par cette actualité concernant les réformes au niveau du championnat universitaire. Ah oui, Christian. Après donc l'expérience du championnat scolaire, le championnat universitaire change aussi de formule. C'est désormais une compétition qui sera disputée en plusieurs phases, en prélude donc à cette édition, la 9e bien sûr. Le ministre des Sports et les responsables de l'Office béninoise des sports scolaires et universitaires ont tenu ce mercredi 5 octobre 2022 une séance d'information et d'échange avec les représentants des différentes universités publiques et privées du Bénin. La rencontre qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou a permis donc d'expliquer aux participants le but de cette réforme qui s'inscrit dans la dynamique du développement du sport béninois, sur le plan professionnel aussi que sur le plan amateur. Suivons ici comment va se dérouler donc cette compétition. C'est bien sûr l'explication que nous donne ici le directeur général adjoint de l'OFSU, Judikaël Ayadoko. L'Office béninois du sport scolaire universitaire a décidé d'élargir son champ d'intervention en se rapprochant davantage des universités, écoles et instituts, aussi bien publics que privés, dans le but de faire participer le plus grand nombre d'étudiants. C'est pourquoi l'OFSU organise cette année les Jeux universitaires du Bénin en deux phases, la phase de zone et la phase nationale. Pour le compte des disciplines sportives retenues pour cette édition, la 9e, nous avons le football pour les hommes, le basketball mixte, hommes et femmes, nous avons le handball mixte, masculin et féminin. L'athlétisme, nous avons retenu les disciplines suivantes, les 100 mètres, les 400 mètres, les 1500 mètres, le saut en hauteur, le saut en longueur, le lancer de poids en hommes et en dames. Sous la gestion des comités d'organisation de zones, nous avons donc scindé le pays en 5 zones, comme je l'ai dit, et les équipes de la première zone, à savoir les équipes des 4 départements du Nord, vont s'affronter au niveau de l'université de Parakou. Les équipes de la deuxième zone, à savoir les universités engagées pour le compte des départements de Mono, du Koufo et Zoukoline, vont évoluer du côté du stade de Goho, d'Abomey. Pour la zone 3, c'est l'université d'Abomey-Calavi. Ce sont donc les universités engagées pour le compte du département de l'Atlantique. La zone 4, c'est le département du littoral. Donc Cotonou, les 13 communes, les 13 arrondissements de Cotonou, ils vont évoluer du côté du collège Père-au-Pierre. Et puis la 5e zone, Ouémé Plateau, vont évoluer donc au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto Novo.
Allez, donc 55 équipes sont attendues donc pour au niveau du football dans les 5 zones qui viennent donc d'être énumérées, 42 au niveau du basketball, 18 au handball et 205 athlètes pour un total de 767 participants. Christian, la compétition est exclusivement ouverte aux étudiants. Les joueurs engagés dans le championnat professionnel ou amateur ne seront pas permis. Des explications que le ministre des Sports a apportées aux responsables des différentes universités engagées pour la 9e édition du championnat universitaire. Donc l'idée pour nous est de dire, si on a d'une part ceux qui animent les différents championnats qui sont dans le pays, et il n'est pas interdit à un étudiant d'être professionnel dans un club d'une discipline ou d'une autre, on prendra les autres qui n'ont pas réussi à être professionnels et on va les engager dans un championnat qui leur permet eux aussi d'exprimer leur talent et qui permet aux équipes de venir faire ce qu'on appelle les sélections ou les drafts, qui consistent donc à piquer les meilleurs talents et éventuellement à leur signer des contrats professionnels. Et il arrive bien souvent, en tout cas nous espérons atteindre cet objectif un jour, que parfois le talent suffise pour engager l'équipe à supporter les frais académiques de l'étudiant talentueux coopté comme sportif professionnel. Nous souhaitons pouvoir démarrer au mois de novembre, comme indiqué dans la présentation. Et la date que nous avons choisie, c'est le deuxième week-end du mois de novembre. La phase de zone devra durer à peu près 2 semaines et nous conduira donc au bout de la deuxième quinzaine du mois de novembre, qui donc sera fin novembre. Puis nous allons observer une pause pour permettre aux équipes qualifiées de se préparer et dans le mois de décembre, autour du 10, nous allons enclencher la phase nationale et la terminer au bout, je crois, d'une semaine de compétition. Allez, rendez-vous donc en novembre pour le début de cette nouvelle formule du championnat universitaire. Christian. Alors, on fait un tour du côté de la Tunisie pour parler donc de cette 5e sortie de l'équipe de Flowers Handball Club, bien sûr, au niveau des dames, pour cette compétition, le 43e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Les Béninoises se sont une fois encore inclinées face à l'équipe, cette fois-ci c'est face à l'équipe de l'Habitat de la Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas pu faire mieux que mettre en difficulté l'adversaire après avoir ouvert le score et maintenu l'avance pendant les 3 premières minutes. L'équipe de Flowers du Bénin, bien sûr, termine la première manche à égalité de but, bien sûr, avec son adversaire 12 partout à la pause. Du retour donc des vestiaires, elles finiront par s'incliner sur le score de 30-24. En tout cas, Christian, l'apprentissage se poursuit pour Flowers Dames qui découvre la compétition cette année. On fait maintenant un tour du côté du Cameroun. Après donc l'Algérien Islam Mansouri, la deuxième étape du Grand Prix cycliste international Chantal Biya est remportée par le Marocain Youssef Dabou. Il a réalisé un chrono de 2h04 minutes 2 centièmes avec une vitesse moyenne de 42,037 km/h sur les 86,9 km de Yaoundé à Ngomezap. Voilà, Ricardo Sojede est le premier béninois de l'étape. Il a terminé 24e à l'arrivée. Glora Saizonou, lui, a fini 29e pendant que Romiad Sunju occupait la 43e place. Les deux autres cyclistes béninois, Remy Serrou et Emmanuel Sago, ont respectivement terminé 49e et 53e de cette deuxième étape. Suivant ici un extrait du jeune espoir béninois Ricardo Sojede qui, lors de la première étape, avait eu une crevaison, raison pour laquelle il avait terminé très loin. Donc on va suivre ses impressions après cette deuxième étape, les propos recueillis grâce à notre confrère Jean-Paul Macron. Mes impressions sont bonnes. Aujourd'hui, parce que je ne voulais pas de meilleur béninois, j'ai voulu gagner l'étape d'aujourd'hui. Et donc j'ai dû faire une sortie à 5 km de l'arrivée et donc j'ai été repris à 1 km de l'arrivée. Donc j'ai dû rester dans le peloton pour faire le meilleur classement. Ok, d'accord. Demain, c'est la plus longue étape et la route, elle est vallonnée. Comment tu penses l'aborder? Bon, on va bien l'aborder parce que les maillots jaunes sont déjà sur les épaules des grands, donc il y aura des batailles. On va juste rester dans le groupe pour faire toujours le meilleur classement.
Allez, vous l'avez bien entendu, le jeune Ricardo Sejedi qui est resté donc dans le premier peloton jusqu'à l'arrivée. Voilà, haute performance. Le Béninois Rémi Serrou a terminé troisième sur le deuxième sprint intermédiaire. De son côté, l'Algérien Islam Mansouri conserve toujours son maillot jaune. La troisième étape, c'est donc aujourd'hui au niveau de ce Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Donc cette troisième étape, c'est donc la plus longue du circuit, 161,4 km entre Yaoundé et Ebolawa Noklam. Christian, on finit avec le football puisqu'on avait annoncé au menu, c'est bien sûr la Ligue des champions européenne, la suite de la troisième journée. Donc les rencontres comptant pour cette suite, pour cette troisième journée ont été disputées hier sur le vieux continent. Dans le groupe E, Salzbourg a pris en première l'avance sur son adversaire 1-0 face au Dynamo Zagreb. Chelsea qui a surpris donc en s'imposant 3-0 au leader du championnat italien face donc Milan AC. Dans le groupe F, les Red Bull Leipzig s'est imposé aussi à son adversaire de Celtic Glasgow, le Real Madrid qui a pris l'avance sur son adversaire du Shakhtar Donetsk 2-1 à l'arrivée. Dans le groupe G, Man City, on n'en parle plus depuis le début de la saison, 5-0 à l'arrivée donc face à Copenhague, comme le disait l'autre, il faut que Christian, à la fin, on retrouve Man City contre Napoli, les deux équipes qui font forte sensation depuis ce début de la Ligue des Champions. Séville s'est incliné à domicile 4-1 face à Borussia Dortmund. La Juventus a pris le dessus sur Maccabi Haïfa, 3-1 et puis le partage de points entre le Paris Saint-Germain en déplacement du côté du Portugal face au Benfica, 1-0 Christian. Voilà pour ce qui concerne les différents résultats de cette troisième journée de la Ligue des Champions, de la Ligue européenne des champions. Et c'était le sport, Christian. Et c'était le sport avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup et très bonne journée. Jeudi, puisque nous sommes jeudi, on parle économie. Avant économie, on aura la page éco et ce sera avec vous. Bienvenue à vous, Clément Adjadé. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour, installez-vous, nous allons marquer une petite pause. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit. C'est le rendez-vous des jeudis, le rendez-vous de l'information sur les marchés, le rendez-vous des coûts des produits de grande consommation sur les marchés. Et pour honorer ce rendez-vous, Clément Adjadé, vous êtes là. Oui, Christian, on démarre donc, comme vous l'avez annoncé, par ce jour, donc, les marchés, le plus grand marché du Bénin s'anime. Je parle du marché international d'Antokpa. Et toujours ce jeudi, les marchés de Wegbo, Materi, Natitengu, Keru, Boyikon, Tenji, Kisame et Azové s'anime. Toujours ce jeudi, je n'oublie pas le marché d'Avrankou aussi qui s'anime. Demain vendredi, vous le savez traditionnellement, le marché de Malanville s'anime. Les marchés de Dankhoué, Klasame, Paou, Glo, Wedo, Dangbo, Wando, la capitale à Porto Novo, Ayara, Otola s'anime. Et samedi, le début du week-end, donc, c'est bien les marchés de Tchabikouma, Gaunga, Ketu, Tofo, Sekou, Zé, Lokosa, c'est Azouli, c'est Arzeke aussi dans la cité de Kopuru, à Parakou, donc aussi qui s'anime. Dimanche, la journée dominicale, vous pouvez aller sur les marchés de Dogbo, Alada, Massi, Wenhi, Kandi, Barienou, Semekpoji, Ifanyi, Bante, Aklampa. Et comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, Christian, voici pour nos téléspectateurs et les usagers de nos différents marchés quelques tendances de prix. À Dantokpa, Wegbo comme à Boycon, vous pouvez retrouver les tomates à 525 francs le kilogramme, alors que les pois d'Angola ont connu une légère baisse. C'est revenu au lieu avant à quitter donc 1200 francs et c'est actuellement à 900 francs le kilogramme. Le maïs toujours aussi maintenu à 375 francs le kilogramme dans ces marchés. La patate douce dans ces 4 marchés est à 400 francs le kilogramme. À Malanville, un peu comme aussi
aussi dans la capitale Porto Novo, le maïs blanc 325 francs, la carotte 390 francs le kilogramme, le gari 300 francs, le sorgho, le blanc, il faut le préciser, est à 650 francs le kilogramme. À Azeke, l'Okosa, un peu comme aussi à Grand Popo, vous pouvez retrouver l'iam, la cosette d'iam, j'allais dire, à 450 francs le kilogramme, pendant que le haricot, le blanc, est à 600 francs le kilogramme et la crevette est à 7350 francs le kilogramme. À Dogbo, à Klankpa et Barienou, l'huile de palme est à 1000 francs le litre. Liam, Christian vous le disait aussi, la période s'y prête bien, qui connaît aussi une légère baisse et qui évolue progressivement. Vous voyez, l'IAM donc est à 45 000 francs les 50 kg. Il y a 2 semaines, c'était toujours à environ 50 000 francs. Le riz importé dans ces marchés est à 700 francs le kilogramme, alors que celui local ne coûte pas autant. Déjà avec 400 francs, vous avez le kilogramme. Et pour finir, Christian, le Vanzou à Dogbo, à Klankpa et environ est vendu actuellement à 2000 francs les kilogrammes. Voilà ce qu'on peut retenir donc de nos marchés et de ce qui nous attend une fois que nous y mettrons les pieds pour des achats. Allez, avec vous Clément Tchadé dans un petit instant, puisqu'il est installé, Ambroise Maoutonji, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci bien. On parlera donc de la maîtrise de l'inflation et notre pays, le Bénin, qui a réalisé de très belles performances. Vous nous direz quels sont les éléments qui ont milité en faveur de ces performances réalisées par le Bénin. La pub. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïkon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Notre pays, le Bénin, est arrivé premier dans la maîtrise de l'inflation négative au deuxième trimestre de l'année 2022. On en parle ce matin. Le taux d'inflation négative dont il s'agit est de moins 0,4% selon un rapport sur la politique monétaire de l'Union publié par la BCEAO. Oui, vous le rappelez si bien, moins 0,4%. Donc, que le Bénin a enregistré en ce qui concerne la gestion de l'inflation. Vous savez, l'inflation est actuellement une situation économique un peu généralisée, je dirais, dans le monde et quand on prend aussi les espaces régionaux. Et donc, comme vous l'avez dit, la hausse des prix constatée depuis un bon moment et le gouvernement, pas seulement le gouvernement, mais aussi la Banque centrale qui travaille pour la maîtrise de cette inflation. Monsieur Maoutonji, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, monsieur Achadi. Alors, selon vous, vous avez certainement lu ce rapport sur la politique, je dirais, la politique de l'Union, publiée par la BCEAO, la Banque centrale,
pour vous, selon vos analyses, quelles sont les raisons ou les choix qui motivent, je dirais, cet espoir enregistré par le Bénin? Oui, il faut déjà commencer par souligner qu'en fait, ici, on a affaire à un taux de croissance, à un taux d'inflation négatif. Donc, ce qui ne rentre pas réellement, en fait, dans... ce qui n'est pas réellement considéré comme un taux d'inflation, c'est juste une situation qui est temporaire en réalité. D'accord? Parce que le taux d'inflation, lorsqu'il est négatif, il est dû le plus souvent à certaines situations conjoncturelles et des situations en fait de baisse des prix localisés au niveau de certains produits qui finalement conduisent à obtenir un taux d'inflation négatif. Donc c'est sûr qu'au trimestre suivant, les prix vont sûrement monter un peu plus que ça. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'en fait, ici en particulier, il faut noter que la pluviométrie, d'accord, a joué un rôle essentiel parce que la pluviométrie et les mesures prises globalement par le gouvernement qui ont empêché les sorties des produits, les denrées alimentaires notamment, ont permis d'accroître l'offre. Et au niveau de certains produits, il faut noter essentiellement que les prix, la pluviométrie, je disais tantôt, les prix ont baissé de façon drastique. Donc, quand vous prenez par exemple les légumes et autres, on a assisté là à une baisse des prix de près de moins 11,5% pour certains produits, même un peu plus pour d'autres. Vous comprenez? Donc, cette situation combinée, puisqu'on apprécie en fait le taux d'inflation actuel par rapport à ce que ce taux était. Au premier trimestre, le taux était d'environ 4,1%. Donc, avec la baisse des prix de certains produits et tout ça, il faut avouer que le taux s'est retrouvé à un niveau négatif, mais ce n'est pas parti pour durer. Voilà. Maintenant, quelles sont les performances, quels sont les efforts peut-être que le Bénin a eu à faire pour en arriver là? Je dirais qu'il y a eu des efforts pour la relance de la production agricole notamment. Parce qu'il faut souligner qu'aujourd'hui, le Bénin arrive à couvrir pour certains produits près de 80% de sa consommation locale, ce qui est déjà vraiment un exploit. Vous voyez, donc il y a l'offre au niveau des denrées alimentaires a connu une augmentation de la pluviométrie aidant. Mais au-delà de tout ça, il faut également souligner une panoplie de mesures qui ont été prises par le gouvernement quand même pour agir à la baisse sur les prix. Et à ce niveau notamment, on s'en voudrait peut-être ne pas citer les efforts qui ont été faits au niveau du fret maritime et du fret aérien. Le fret maritime a connu une baisse, donc les prix au niveau des marchandises par voie terrestre, au niveau du transport par voie maritime, j'allais dire plutôt, et par voie aérienne. Donc à ce niveau, l'État a décidé simplement qu'en fait, le fret maritime baissait de près de 50%. Le fret aérien, lui, il a baissé de près de 2/3. Vous voyez, donc c'est des éléments qui, d'une manière ou d'une autre, ont agi quand même de façon considérable quand même sur les prix, les prix offerts à la consommation, d'accord, aux populations. Mais au-delà de tout ça, il y a beaucoup d'autres mesures. Quand on dit par exemple que pendant près de 3 mois, on applique un taux forfaitaire, donc un taux forfaitaire, d'accord, pour certaines denrées, notamment par exemple comme taux forfaitaire libératoire, en ce qui concerne la TVA, pour certains produits importés, notamment le riz et l'ensemble d'autres produits qui ont connu quand même des taux de TVA forfaitaire. Donc, vous voyez, il y a un ensemble quand même de mesures qui ont été prises qui permettent quand même d'agir à la baisse sur l'évolution des prix. Alors, de façon générale, il y a un auteur célèbre américain qui est très connu, qui a pour nom Milton Friedman, qui dit que lorsque nous sommes dans une situation d'inflation, le seul moyen pour traiter cette inflation, c'est de freiner les dépenses de façon générale. Est-ce que pour vous, au lieu peut-être de voir, je dirais, l'effort du gouvernement ou des politiques publiques, est-ce que vous ne voyez pas beaucoup plus, je dirais, la politique monétaire qui est souvent pilotée par les banques centrales? Oui, il faut avouer que Milton Friedman, c'est un célèbre économiste qui a une aversion terrible pour l'inflation. Et pour lui, en fait, globalement, les autorités monétaires, les autorités politiques et monétaires également doivent se mettre à l'écart de l'activité, ne doivent pas s'amuser à jouer avec la monnaie. Mais il faut souligner qu'ici, les efforts, les performances dont nous sommes en train de parler ne relèvent pas seulement de la politique monétaire. Parce que le même rapport dont nous sommes en train de parler ce matin souligne que le taux d'inflation global au niveau de l'UEMOA s'élève à 8,4%. Vous comprenez un peu. Donc, si le Bénin a pu réaliser une performance qui l'amène à un taux d'inflation négatif, d'autres pays comme le Mali, comme le Burkina, on pourrait peut-être expliquer cela par les crises liées au tourisme et autres que ces pays vivent, mais n'ont pas réalisé une performance aussi bonne. Donc, parce que la politique monétaire au niveau de l'UEMOA est mise en œuvre par la BCEAO. Et elle est presque la même pour tous les pays de l'UEMOA. Vous comprenez. Donc, les performances ici sont beaucoup plus à
apprécié de façon individuelle. Donc plutôt qu'au niveau de... Vous voyez ça beaucoup plus sur l'angle, je dirais, de la politique économique menée par l'État. Oui, il faut plutôt attribuer ces performances-là aux efforts individuels réalisés par les États d'abord, d'accord, plutôt que à attribuer cela à la politique monétaire, parce que la politique monétaire est mise en œuvre par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et elle est mise en œuvre pour tous les pays de l'UEMOA, presque de la même façon, indépendamment peut-être de certains paramètres et peut-être éventuellement aussi comment est-ce qu'on appelle, de la taille de certaines économies, parce que quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout ça, les efforts faits au niveau de la BCE en direction de ces pays ne peuvent pas être les mêmes que ceux faits en direction du Bénin. Mais ce que je voudrais souligner par rapport à ce que vous venez de dire et qui est peut-être pertinent, c'est que en fait, on a constaté que l'État a hésité à augmenter les salaires. Peut-être que c'était pas juste, peut-être que le but visé n'était pas forcément la lutte contre l'inflation, peut-être n'était-il pas prêt. Mais ce que je voudrais souligner là, c'est que cette réticence de l'État à augmenter les salaires a joué également en matière... A joué positivement pour ce qui concerne la hausse des prix. Pourquoi ? Parce que, en fait, si dans cette situation inflationniste, l'État s'était amusé, puis c'est ce que tous les salariés, tous les fonctionnaires réclamaient, en fait. Peut-être parce qu'on disait le panier de la ménagère s'est amélioré, il faut augmenter les salaires et tout ça. Mais s'il y avait une augmentation du salaire en ce moment-là, je crois qu'en réalité, ce qui se serait passé, c'est que les prix auraient augmenté davantage. Parce qu'il n'y aurait plus de pouvoir d'achat dans les mains des populations qui allaient porter tout ça sur le marché. Et vu que peut-être l'offre n'était pas ce qu'il doit être pour certains produits et tout ça, et tous les problèmes, les prix allaient encore aller dans une certaine augmentation. Et les travailleurs eux-mêmes n'allaient pas en bénéficier fondamentalement. Donc l'effet recherché n'aurait pas été atteint. Donc je crois que le fait que l'État peut-être ait hésité à augmenter les salaires pendant cette période inflationniste-là, c'est un élément quand même qui est déterminant quand même dans les performances dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, parce que si ça avait été le cas, je ne pense pas que le Bénin serait à un taux négatif d'inflation aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que, sous un autre angle, vous ne voyez pas aussi cette option, ce choix du gouvernement par rapport, je dirais, à une politique communautaire menée justement par la Banque centrale, vous l'évoquiez tout à l'heure, et qui consiste à dire, nous baissons par exemple les taux directeurs, le taux auquel nous prêtons, nous donnons de l'argent aux banques afin de pour refinancer l'économie, et nous ajustons ce taux-là pour justement freiner en fait la capacité des citoyens dans l'Union d'avoir plus de liquidité. Oui, c'est pertinent, je suis d'accord, c'est pertinent effectivement, parce que le fait que les gens n'aient pas accès à davantage de moyens de paiement, les gens n'aient pas accès peut-être à davantage de crédit, d'une manière ou d'une autre influence, d'accord, l'évolution des prix, ça c'est clair. Mais il faut avouer que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de façon globale, a toujours mis en œuvre une politique monétaire assez restrictive dans la plupart des États en réalité. Et c'est pour cela que beaucoup de gens se posent la question de savoir mais pourquoi nous sommes en surliquidité, mais qu'au même moment nous n'arrivons pas à financer notre économie. Donc une telle politique quand même dans une situation comme celle-ci est appréciée globalement. Donc je crois que c'est un élément aussi pertinent. D'accord. Alors sous un autre angle aussi, je le disais, est-ce que parfois vous ne voyez pas, quand vous voyez le chef de l'État qui se fait entouré par quand même des technocrates de haut niveau, quand vous voyez par exemple des experts comptables d'un certain rang, vous voyez l'agentier national, vous voyez M. Dayon, des gros technocrates quand même qui sont des experts comptables, vous voyez l'expert comptable qui est en quelque sorte dans ce domaine, je dirais le médecin de l'entreprise. L'entreprise, même si l'État n'est pas l'entreprise, dans une certaine mesure, il l'est. Est-ce que cela aussi n'a pas beaucoup joué dans ce choix que le Bénin avait quand même fait et qui a été décrié au sein de la population, mais qui en retour finalement a porté ses fruits? Non, c'est clair. Il faut avouer quand même que d'une manière ou d'une autre, et dans beaucoup de domaines, de bonnes mesures ont été prises. Je me rappelle un peu la question de la dette, par exemple, où le Bénin avait ramé à compte courant de tous les autres pays et de tout ce qui était défendu par les institutions internationales. Vous comprenez, le Bénin a dit, nous allons nous endetter au niveau des marchés financiers, nous n'attendons pas en fait l'aide bilatérale, nous ne comptons pas beaucoup sur l'aide multilatérale, nous préférons aller nous endetter dans le privé, parce que déjà pour nous c'est moins cher et nous assumons. Vous voyez un peu, donc il y a beaucoup de bonnes mesures qui ont été prises globalement, peut-être parce que, comme vous l'avez si bien dit, peut-être le chef de l'État est bien entouré,
Et puis bon, je crois que c'est pourquoi je disais aussi qu'il faut beaucoup faire une lecture quand même de ce dont nous sommes en train de parler d'un point de vue au niveau d'un point de vue peut-être individuel, au niveau de chaque État, plutôt que peut-être de voir peut-être un effort global. Donc je crois que tout ça rentre quand même dans le cadre de ce que nous sommes en train de dire. Alors le plus souvent quand on fait de pareilles analyses, vous voyez, on a des retours, des gens qui pensent que bon, vous dites que l'inflation a été maîtrisée, mais au fond sur le terrain, nous constatons toujours la cherté de certains produits. En tant que spécialiste, qu'est-ce que vous leur répondez? Parce qu'ils ont l'impression que à côté de nos analyses, de vos analyses, il y a une autre réalité carrément qui s'observe sur le terrain. Oui, c'est clair. Et je crois que l'impression peut être totalement justifiée parce que ce dont nous sommes en train de parler, nous manipulons ici des statistiques, nous manipulons des chiffres. Et l'évolution, quand on parle de taux d'inflation, on apprécie, on quitte un niveau de départ pour aller vers un autre niveau. Donc en fait, la population elle-même peut ne pas être complètement satisfaite de l'évolution des prix sur le marché. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque vous étiez à un taux d'inflation de 4,1% au premier trimestre et que vous passez à moins 0,4%, c'est que pour l'économiste, il y a eu baisse des prix. Est-ce que cette baisse des prix est encore satisfaisante? Non, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la situation de l'inflation dont nous sommes en train de parler n'est pas une situation normale. Elle n'est pas considérée comme une situation inflationniste. C'est une situation locale qui va d'ici à là se stabiliser. C'est parce que de manière en fait locale, il y a eu les prix de certains biens qui ont baissé de façon drastique. Et à l'arrivée, en fait, on retrouve une situation où tout cela a agi de façon négative, très importante sur la baisse des prix. Mais cela ne veut pas dire que ça va rester, la situation va rester comme cela. C'est une situation juste temporaire. Vous verrez déjà peut-être qu'au troisième trimestre, les prix vont... on aura peut-être de véritables prix, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est une situation assez temporaire. Et puis l'autre chose également, c'est que bon, il faut également souligner que lorsque vous prenez les prix sur le marché, au jour le jour, il y a que les commerçants aussi profitent de la situation d'une manière ou d'une autre. Vous voyez un peu. Donc, il y a des stocks peut-être qui existent. Moi, je me souviens par exemple à la rentrée, l'évolution des prix des cahiers par exemple. Il est arrivé d'acheter des cahiers de 300 pages à 1300 quelque part. Et le lendemain, déjà, on passe à 1500. Je me rappelle, j'avais appris ça quelque part à l'Étoile. Je vais à Kassato le lendemain, on me dit non, que c'est devenu 1500. Vous voyez, je dis, mais j'ai acheté ça à l'Étoile, à 1300 hier. On dit non, que ce matin, on a appelé et on dit non, les prix ont changé. Je dis, mais le stock que vous avez, c'est pas un stock qui date de ce matin quand même. Il dit non, mais si vous repartez à l'Étoile aujourd'hui, vous n'aurez plus ça. Je dis, mais d'accord, mais moi j'ai acheté ça là-bas hier. Vous voyez, donc en fait, il y a une certaine pause au niveau des pagailles. Voilà, au niveau aussi des commerçants et tout ça. Mais toujours est-il quand même que des efforts sont faits, parce que je me rappelle un peu la bagarre du pain. Moi, il m'est arrivé d'acheter le pain le matin à 125. Le soir, on dit non, c'est passé à 150. Le lendemain, ça revient à 125 et tout ça. Mais c'est dû au fait que le gouvernement, à un moment donné, a pris ses responsabilités. Mais beaucoup plus en faisant l'effort d'exonérer quand même certains produits de la TVA et tout ça. Donc tout ça a fini quand même par impacter. Et il a également veillé. Et surtout, je me rappelle le pain, c'est pourquoi je parlais de la bagarre du pain. Puisque les boulangers, pour eux, c'était devenu 150. L'État a dit non, jamais et tout ça. Donc en fait, il faut dire globalement quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, pas encore peut-être suffisants, peut-être aux yeux des populations, mais il faut quand même déjà commencer par souligner que c'est déjà pas mal. Vers les dernières secondes de notre entretien, parlons maintenant des perspectives, des solutions, parce que l'inflation, la fin n'est pas aujourd'hui. Vous voyez la situation économique mondiale, la guerre russo-ukrainienne. Vous voyez aussi avec la question de la maîtrise, je dirais, entre les exportations et les importations. Est-ce qu'en ce moment, il n'est pas aussi impérieux pour les États je dirais, d'ajuster aussi bien la politique d'exportation que d'importation? Oui, effectivement, vous soulevez un problème pertinent parce que le rapport a souligné en fait que, je disais tout à l'heure, au niveau de l'UEMOA, les taux se sont établis à 8,4%. Et les produits alimentaires expliquent presque pour 64% cette augmentation des prix. Et viennent ensuite les prix des transports, d'accord, et puis des services hôteliers notamment, excusez-moi, d'accord. Vous voyez, donc les produits alimentaires expliquent en grande partie l'évolution des prix, suivi du transport avec la désorganisation des chaînes logistiques et tout ça. Donc vous comprenez qu'en fait, le gros problème que nous avons aujourd'hui,
c'est les produits alimentaires. Qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous devons faire fondamentalement pour aller vers davantage de production? Qu'est-ce que nous devons faire pour réorganiser le mode de consommation? Qu'est-ce que nous devons faire pour encourager la consommation locale? Je me souviens, les boulangers avaient fait des efforts en temps pour intégrer plus de manioc dans le pain et tout ça. Ouais, ça n'a pas réellement pris parce que les populations ne ressentaient pas en fait le même goût, peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'était pas bien fait et tout ça. Mais je me dis, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui peut-être de privilégier en fait une certaine production locale et peut-être d'encourager aussi nos consommateurs à aller vers peut-être ce qui est produit localement. Et puis continuer également les efforts au niveau de la production agricole. Je l'ai dit tout à l'heure, certaines productions arrivent quand même à couvrir presque à 80% aujourd'hui notre consommation locale. Il faut peut-être poursuivre ces efforts-là et puis aller vers davantage de production. Je crois que c'est d'abord ça, la clé. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne sortira pas de l'inflation grâce à des politiques conjoncturelles. L'exonération des TVA, la baisse des frais et tout ça ne peut pas être éternel parce que c'est des manques à gagner aussi très importants pour l'État. Vous voyez, donc s'il était possible, tout à l'heure, il y a le riz. Je n'ai pas parlé du riz tout à l'heure. Le riz, voilà une denrée un produit qui explique, d'accord, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'importations à l'État. Si on faisait l'effort de produire tout ça localement, je crois que l'État n'aurait pas besoin de baisser les frais, l'État n'aurait plus besoin, n'aura plus cette inquiétude-là. Donc si nous pouvons déjà faire l'effort d'aller beaucoup plus vers la production, encourager la consommation au niveau local et tout ça, et faire un ensemble d'efforts, je crois que ce serait déjà l'essentiel pour pouvoir juguler cette situation-là de façon plus ou moins permanente. Je pense bien que c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Une réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça surtout, je pense bien. Vous voyez aussi là, par là peut-être une meilleure collaboration entre l'approche qui est plus idéale envers le Nigeria qui est à côté, qui est un grand marché. Oui, ça on l'a toujours dit. Mais en réalité, il faut avouer que les relations avec le Nigeria à un moment donné n'ont pas été vraiment ce qu'elles devraient être. Mais on peut toutefois les relancer. Oui, pourquoi pas. Je crois qu'il appartient aux autorités quand même de mettre en œuvre des efforts. Mais le Nigeria l'a toujours dit. Si vous arrivez à produire chez vous, moi je suis prêt à consommer. Ça, ils ont toujours été clairs. Donc, à nous peut-être de faire l'effort pour pouvoir produire davantage et voir également ce que nous pouvons prendre chez eux. Puisque d'une manière ou d'une autre, c'est le géant de la CEDEAO. Ça, c'est clair. D'accord. Ambroise Maoutonji, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes économiste et spécialiste sur les questions de macroéconomie. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel et pour toutes ces explications. Merci, M. Clément. Merci beaucoup. Merci Clément. Merci à vous également, Ambroise Maoutonji, pour toutes ces informations que vous mettez à notre disposition, à la disposition de nos fidèles téléspectateurs. Eh bien, dans votre fidélité, vous continuez de rester avec nous. Nous allons installer le forum de discussion. Jeudi, on parle politique, une certaine descente dans nos circonscriptions électorales pour vous apporter des informations sur les forces en présence, la composition de ces circonscriptions électorales et de ce que sera certainement, probablement, la bataille électorale du 8 janvier prochain. Aujourd'hui, nous irons dans la 6e et dans la 7e. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contact 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion.
passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. 16 minutes après 8 heures sur Actu Matin. Installez-vous, on va démarrer dans un instant nos discussions sur le chantier électoral ce matin. Bonjour à vous, Herman Agnambossou, oui, bienvenue. Bonjour Christian. Akimé, bonjour, bienvenue. Et bonjour à vous, merci de répondre et d'être toujours présent à notre invitation. Eloge Francis Attalé, vous êtes expert en communication politique et vous êtes notre consultant sur Actu Matin tout au long de cette période électorale. Wakhavali Para, bienvenue en plateau. Rebonjour Christian. Voilà. Allez, ce matin, nous allons effectuer notre descente dans 2 circonscriptions électorales dans l'Atlantique. C'est la 6e qui nous accueille d'abord, à Boumé-Calavi, Soava et Zer, qui donneront à partir de ces législatives, la 9e législature, 8 députés. Il faut préciser qu'il y a un siège qui est pour l'instant intouchable, c'est réservé aux femmes, un peu comme vous le voyez sur ce tableau. Nous avons donc Abomey Calavi, Soava, Eze, 8 sièges. Pour l'instant, c'est 4 sièges. Alors, comment voyez-vous se mener la bataille, partant de l'existant sur le terrain, les acteurs de premier plan dans les formations politiques, les départs qui sont enregistrés, les arrivées de même, les ambitions qui se dévoilent de jour en jour, même si on a déjà ouvert la liste de dépôt des dossiers au niveau des formations politiques, et dans tous les camps politiques, l'occupation du terrain, les apports des uns et des autres, les discours d'eux-mêmes. Je vais commencer par vous, Wakhabali Para. Oui, Christian Dandelian, on peut tabler sur, je dirais, l'existant, parce que pour l'instant, nous avons, je crois, dans la 6e circonscription électorale, nous avons 4 sièges. Et les 4 sièges, il y a 3 qui sont occupés par l'Union progressiste et un seul par le bloc républicain. Ça, c'est au niveau donc de l'Assemblée nationale. Il y a également la mairie de Calavi et les autres mairies de ces 3 communes. Maintenant, la réalité sur le terrain, c'est que les forces en présence, comme on dit, ce sont les élus. Pour l'instant. Dans ces 3 communes, on n'a pas encore noté de démission au niveau de la tête. Il y a des mécontentements par endroits où certains ont démissionné et allé au niveau de d'autres formations politiques. Maintenant, ce qu'il faut noter en termes d'appréciation des réalités sur le terrain, c'est que lorsque vous démissionnez, ça ne sous-entend pas systématiquement, je répète systématiquement, que vous partez avec tous ceux qui avaient voté pour vous, c'est-à-dire pour les élus qui démissionnent et qui, si vous venez, que vous n'êtes pas un maire désigné, n'est-ce pas, et que vous êtes élu, ça sous-entend que vous avez une certaine majorité au niveau de la population. Voilà pourquoi vous êtes élu. Mais lorsque vous démissionnez, ça ne sous-entend pas que vous démissionnez avec la même majorité qui vous avait fait confiance pour vous amener à ce niveau. Maintenant qu'on a rendu les choses un peu plus élastiques, puisque d'abord la commune d'Abomey Calavi est devenue commune ville à statut particulier, on va quitter de 4 sièges pour aller à 8 désormais. Il y a vraiment que la commune d'Abomey Calavi, ça s'échauffe un peu. Maintenant, les ambitions aussi ne manquent pas. Comment les positionnements vont se faire, on aura à apprécier au fur et à mesure, parce que on sent de l'agitation par endroits. Je ne veux pas être très désagréable, n'est-ce pas, mais on sent des agitations par endroits, certains qui font feu de tout bois pour s'afficher, réaffirmer, travailler à la mobilisation, même si on parle de mobilisation
mobilisation ou remobilisation des militants en faveur d'une formation politique ou de telle autre. Mais dans la 6e circonscription électorale, il faut dire que c'est l'Union progressiste qui est majoritaire. Je vais très rapidement vous rappeler comment les choses se sont déroulées un peu quand il s'agissait des élections de 2019, les élections législatives de 2019, où avec le BR, c'est-à-dire le seul député élu BR, les choses n'ont pas été faciles. La guerre ou le combat avec, n'est-ce pas, l'ancien maire d'Abomey-Calavi, je vais nommer Georges Bada, et le député actuel Nathanaël Sokpo-Ekpe, ça n'a pas été très facile pour qu'il puisse vraiment, enlever la tête de l'eau, tirer son épingle du jeu. Au cours de la campagne même, n'est-ce pas, il a fini par noter que pour lui prendre l'arrondissement qui était le sien, puisqu'il était chef d'arrondissement, que le maire Georges Bada a été obligé, n'est-ce pas, de déplacer Bruno Amoussou, qui était le patron du parti, pour venir parler presque toutes les langues qu'il comprend à Evier. C'est dire que le combat politique, si on va reprendre les mêmes choses cette fois-ci, ce ne serait pas passé. Si pour 4 sièges, on s'était battu énormément comme ça, pour 4, pour 8 plutôt, imaginez comment le combat va se passer. On rappelle, au sortir des législatives de 2019, c'était donc 4 sièges dans la 6e circonscription électorale. L'Union progressiste est arrivée avec 3 sièges emportés. Georges Bada, qui avait préféré en temps rester à la mairie d'Abomey-Calavi, qui a été remplacé donc par son suppléant, qui malheureusement n'est plus. Nous avons Epiphane Renfort, nous avons Nestor Noutaï, qui sont les 2 députés encore en fonction, et puis Nathanaël Sokpo-Ekpe, qui est du bloc républicain. Cette fois-ci, on va porter le nombre de sièges à 8. Alors, c'est une 6e circonscription électorale de toutes les attentes, selon vous, qui est avec nous pour ces analyses. Eloge Francis Attadé. Il faut avouer en fait que la 6e circonscription électorale est un vivier électoral. C'est un grand bassin électoral. Et ça a été toujours l'objet de rivalité. Vous savez que par le passé, au moment où le PRD existait encore, le PRD a toujours levé un siège. C'était à Soava. Mais oui. Voilà. Vous savez que quand Valentin Roudé était encore chef de parti, il était toujours maître de Zé. Donc c'était plus difficile. Alors, donc, Calavi, Soava, Zé sont en fait constituent un territoire électoral un peu mouvant. Et aujourd'hui, avec la recomposition du paysage politique, on sent qu'il y a de nouvelles forces qui aujourd'hui animent la vie politique au niveau de cette circonscription et qui ont défini des enjeux particuliers. Parce que les options qui ont été faites, par exemple, par le Bloc républicain, ne sont pas les mêmes options qui sont faites par l'Union progressiste, le Renouveau. Il y a l'UDBN qui a toujours mis un cap sur la 6e circonscription électorale et qui estime que c'est même son fief. Et à côté de l'UDBN, dorénavant, sachez que Mouel estime que la 6e circonscription électorale est aussi son fief. Par conséquent, la lutte qui se fait là au niveau de la 6e sera une lutte rude. Mais il se fait qu'il y a des partis qui ont pu prendre de l'avance sur d'autres et qui ont bénéficié notamment du financement public parce qu'il y a eu le courage de participer aux premières élections, notamment celles de 2019 et de 2020. Donc il y a une avance que certains partis ont sur d'autres. Ça va compter beaucoup dans les élections qui vont se jouer à partir du 8 janvier 2023. Donc ceci étant, il faut avouer qu'au niveau du Bloc républicain, il y a une fissuration. Il y a que l'honorable Sokpo-Ekpe est mis en difficulté par les jeunes. Vous savez que de plus en plus, il y a en fait le personnel politique qui se rajeunit. Et ça compte beaucoup. Et cette jeunesse ne se trouvait plus tellement en phase avec la conduite des options du parti par Sokpo-Ekpe. Vous avez vu les taux de désertion à Godomé. Et il y a eu en fait cette vague qui a quitté et allait alimenter l'Union progressiste, le renouveau. Vous avez vu des déclarations qui ont été faites par Akpaj. Oui, Gilles. Alors, ceci étant, c'est qu'au niveau même de la commune, il se fait que des conseillers sont en train de se rallier en fait à l'Union progressiste, le renouveau.
Dans ces conditions, on sent qu'au niveau de la 6e, le jeu ne sera pas très facile. Et les forces politiques qui sont présentes sont en train d'affûter leurs âmes. Mais comme c'est 8 sièges qui sont là et qui font objet de la conquête. Même si on portait le nombre de sièges dans cette circonscription électorale à 109, il y aura toujours des difficultés. Mais ce que c'est que Aditi Houdé est allé à l'Union progressiste, vous avez constaté. Donc forcément, en tant que grand électeur, sa voix compte pour le choix que feront les électeurs. Il y a au niveau de l'Union progressiste le renouveau, il y a Apaditi Houdé, il n'y a que l'honorable Ronfort Epiphane, quel soit va, a mis en place un dispositif qui lui permet d'avoir la main sur l'ensemble du territoire. Je suis de près, parce que vivant dans la 6e, je vois ce qui se passe. Même les chefs de village, les sécurités sont mis à contribution. Mais au-delà de ça, en fait, il y a une question de stratégie à définir au niveau de chaque parti. Et puis, les résultats, en fait, à l'issue des élections, dépendent des stratégies. Justement, on va voir un peu ce qui est en train d'être fait à ce moment dans cette 6e circonscription électorale en matière de stratégie. Lorsque vous parlez de stratégie, vous mettez sur pied la charpente qu'est le parti politique et puis les ramifications qui sont les principaux acteurs politiques qui animent la vie politique dans cette circonscription électorale, dans cette zone. Mais est-ce que vous pensez que les partis dont on parle aujourd'hui, je prends tous les partis politiques, la Force Corée pour un Bénin émergent, les démocrates, l'UDBN, encore l'Union progressiste, le Bloc républicain Moël Bénin, ça arrive à s'identifier à travers des acteurs politiques dans cette zone-là. Herman Anyamboussou. Est-ce que c'est pas un terrain qui est bien mouvementé, mais les acteurs ne pèsent pas véritablement au regard des partis qu'ils représentent? Il faut noter simplement que dans cette zone-là, composée de Calavi, Soava et Puisay, et c'est bien, je reprends le mot que Francis Satari a utilisé, il y a un paysage politique qui est en train d'être composé. Parce que justement, il y a un parti, même si ce parti a pris de l'avance, il y a ce parti qui a été amputé de ses lieutenants. Il y a au moins 7 de ce parti politique qui aujourd'hui sont en détention, sont en froid avec la justice et tout. Et donc, comme il a dit, également, il va falloir mettre en place des stratégies pour essayer de recomposer, pour essayer de revoir les choses. Parce que les propos qui ont été tenus des législatives 2019 au communal 2020, les discours n'ont pas été les mêmes. Ainsi, en 2019, oui, il y avait eu que les deux forces politiques qui ont pu compétir, et donc ce qui a consacré l'avance de l'un sur l'autre. Encore qu'au niveau des communales, il a fallu qu'à Godomé, on puisse tenir certains discours pour peut-être amener une formation politique à avoir plus de majorité. Parce qu'on avait dit, il avait eu le temps pour tel parti politique de détenir la mairie de Calavi. Donc tout ça a pu jouer en son temps, parce que justement, ils ont tenu certains propos. Mais n'oubliez pas aujourd'hui que avec le retour au bercail d'un certain Oussou Guédé, même en cage, il reste un lion. Même en cage, ce monsieur reste un lion. C'est-à-dire, je dis, oui, c'est vrai qu'on a beau mettre en place tout ça comme stratégie. Et vous parlez tantôt de Soko Ekpe, il n'est pas autant vieux, il est aussi jeune. Et il se fait assister de beaucoup d'autres personnes. Oui, je veux citer comme ça des noms. Emmanuel Koyi qui est encore en forme à Godomé, un certain Ezrou. Ils sont tous là. En fait, ça dit qu'aujourd'hui, l'UP gagnerait, comme déjà le fait Julie Kala Yadokon, un jeune comme ça, qui se met à la tâche, qui est vraiment au front. L'UP gagnerait à revoir la stratégie en place. Parce que, comme vous l'avez dit également, le combat sera rude dans cette zone. C'est une zone, mais ouais, c'est vrai, quand vous prenez la zone Z, quand vous faites le nombre de conseillers, il y a 11 et 14. Quand vous prenez Soava, vous voyez que c'est seulement Godomé qui a pesé pour que Calavi puisse être aux mains de l'Union progressiste. Sinon, si Godomé avait fait ce que ça devait faire, parce que n'oubliez pas également que l'ancien maire de Calavi a été battu dans son arrondissement par le parti concurrent. Donc, il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Vos paramètres, vous, Hakimi. C'est d'ailleurs pour ça que je disais tout à l'heure que la zone est très mouvante, au regard bien évidemment de la complexité et du comportement des électeurs. C'est au nom du comportement des électeurs que Eman met le doigt sur
les éléments de langage qui ont concouru et qui ont permis de faire peser la balance d'un côté à l'occasion des élections communales et municipales dernières. Autrement, eh bien, ça n'aurait pas été ce à quoi nous avons assisté. Parce qu'on ne va pas aussi oublier que la force groupe Bénin émergent, avant l'avènement de la réforme du système partisan, avait aussi de gros cylindres au niveau de cette sixième, notamment au niveau de la commune d'Abomey-Calavi. Parce qu'au niveau de la mairie, on se rappelle, le premier adjoint au maire et autres était de la force groupe Bénin émergent. Donc, du coup, il y a que, eh bien, il faut forcément tenir compte des éléments dont parle Herman, c'est-à-dire les éléments du langage. Et ça ne manquera pas, une fois encore, de peser dans la balance à l'occasion des législatives de janvier prochain, parce que le personnage, notamment ceux actuellement présents à l'Assemblée nationale, n'ont peut-être pas en leur faveur des actions aussi grandioses et visibles. C'est le constat qui est fait. Ça peut être faux. Peut-être que loin des micros et caméras, ils font un travail de fourmi, ils sont des éminences grises, mais eh bien, dans l'opinion publique, dans ce qui s'observe, notamment celle de la sixième, on se dit, mais attention, nos députés là, est-ce qu'on les connaît suffisamment? Et Nathanaël a eu la chance d'avoir été chef d'arrondissement, et donc du coup, ça ne pose pas trop de problème à l'énoncé de son nom, c'est qui il avait été. Mais il y en a dont le nom, on l'entend tout simplement. Parce que bon, on ne les a pas vus véritablement élaborer, être présents sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit, j'y mets un bémol parce que soit ils le font sans que vous et moi nous le sachions, loin des micros et caméras, mais que les populations savent à leur antenne que, eh bien, en termes de présence à leur côté, ces personnages-là, ces honorables députés sont présents parce que les noms sont bien présents. J'ai été même un peu surpris de savoir, c'est pour ça que je dis que ça peut être loin des micros et caméras, que là je mette l'accent sur le fait que par exemple à Soava, le député Epiphane fait un travail sur le terrain. Sinon, a priori, on a l'impression qu'après être passé de la direction départementale des sports, quand on parlait des congrès, au palais du gouverneur, j'allais dire, eh bien, ça n'a plus le jeu. Ce n'est plus le jeu qu'on constate. Si c'est le cas, c'est intéressant. La population de Soava sera appréciée en son temps, puisque Soava comptant dans les communes qui composent la 6e circonscription électorale. Mais au-delà, c'est que le personnel politique, véritablement, comme il a dit, ça a changé, ou ça change. Il y a de nouveaux acteurs qui n'avaient pas été aussi trop impliqués à l'occasion des municipales, à l'occasion des législatives, mais qui aujourd'hui ont quand même une cote, je dirais, de popularité ou de visibilité d'action. Et on a mis l'accent sur Judikel Ayadokou, qui, en l'espace de quelques 4-5 mois, a initié 2 actions grandeur nature au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, avec le soutien du maire de la commune, Armandino Angelo, avec le soutien des responsables au niveau, mettons quoi, supra de l'Union progressiste. Et même pas plus tard qu'il y a quelques jours encore, j'ai constaté que, eh bien, on lui a donné la possibilité de porter la casquette du représentant du président du parti à l'occasion d'une cérémonie d'adhésion à l'Union progressiste. Ça veut dire que ce personnage commence pas, je dirais, à avoir une certaine crédibilité aux yeux des responsables du parti, au point d'ailleurs de les créditer d'une possibilité de représenter le président quand il n'est pas présent à l'occasion de certaines manifestations. Donc, on ne peut pas faire des analyses aujourd'hui sans tenir compte de cet aspect-là du personnage qui est en train de changer. Et maintenant, comme l'a dit Olo, je partage entièrement son analyse. C'est qu'on ne veut pas, il y a quand même de gros électeurs et de grands électeurs au niveau de la 6e. Aditi Koudé, on a beau dire qu'Aditi Koudé reste seul et consort, qu'il a peut-être un général sans troupes, mais alors pas du tout. Il y a que, eh bien, le passé d'Aditi Koudé peut plaider en sa faveur au niveau des populations de Zé. Et d'ailleurs, je crois que c'est un facteur très important sur lequel mais comment ça va être apprécié lorsque le discours, lorsque la posture qu'on a adoptée en son temps, on ne partageait pas la vision du pouvoir et donc pas forcément la vision des partis politiques qui soutiennent le pouvoir, et qu'on vienne après pratiquement quelques mois des élections. Comment ça va être apprécié? Ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas l'apanage d'Aditi Valentin Koudé, n'est pas le seul à n'avoir pas partagé une opinion et qui finalement partage l'opinion du régime en place. Il partage cette fois-ci à l'instant T, c'est qu'il dit qu'il est en accord avec ce qui se fait. À l'instant T moins, il dit qu'il n'était pas d'accord. Qu'est-ce qui a pu changer? C'est certainement l'élément qui a pu changer qu'il va utiliser auprès des populations de Zé pour leur dire que voilà ce qui a changé. C'est pour ça que j'estime que nous avons des raisons d'être avec le régime en place. Parce que, nous l'avons déjà dit plusieurs fois sur le plateau, quand on fait le point
c'est quoi le baromètre idéologique qui permet de jauger qui c'est qui est vraiment engagé par l'idéologie ou par intérêt? Non, a priori, et c'est malheureusement le cas, ce sont les intérêts d'abord qui font le comportement des acteurs. Donc, je crois que Valentin Didi-Koudé pèsera d'une manière ou d'une autre. Combien il va peser, ça je ne saurais le dire. L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, le colonel à la retraite au Souguédé, va aussi peser. Combien va-t-il peser? Ça aussi je ne sais pas, mais il pèsera dans la balance. Maintenant, les jeunes autres acteurs, les nouveaux qui sont venus aussi pèseront. Donc, réellement, comme il a dit à Tadé, c'est un terrain mouvant. Et la seule chance, vous avez dit tout à l'heure que même si c'était 109, quand tout le monde ne sera pas positionné, mais le fait qu'on passe de 4 à 8 constitue un élément de soulagement pour ceux qui auront à positionner sur la liste de candidatures. Oui, quand on prend la zone de Z, c'est vrai que Valentin Didi-Koudé, forcément, son passé plaide en sa faveur. Mais il se fait que, quand vous faites un peu le point dans la commune de Z, les élus communaux actuels l'ont été par le fait de Tassigli, qui était déjà à l'UP et qui avait donc travaillé à ce que l'UP puisse avoir cette majorité là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu comme ce qu'on a dit hier, il va falloir travailler à niveler les divergences de point de vue. Sinon, au sein des partis politiques, en leur sein propre, il peut y avoir des trocs en jambes, il peut y avoir des glissements, il peut y avoir des pots de banane comme main pour empêcher l'autre de faire ses preuves. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a un travail formidable, un travail nécessaire à faire dans cette zone-là. Parce que si j'ai pu travailler à ce que des gens soient élus et que vous nous rejoignez finalement, il va falloir alors qu'on se mette ensemble. Si on n'est pas ensemble, le bateau va chavirer. Pour la zone de Soava, très rapidement, Soava, nous avons 9 et 14. 9 conseillers pour hier et 14. C'est vrai que là-bas également, vous avez parlé du député qui travaille là-bas. Mais il y a le maire. Oui, le maire de Soava, son premier adjoint. Mais il se fait que, vous voyez, quand on est à l'opérationnel, il est très facile de commettre des erreurs. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui pour que ceux qui sont à l'opérationnel, donc qui ont la majorité dans ces différentes communes-là, puissent travailler à rallier le maximum de population à leur cause? Vous n'allez pas me demander, moi qui ai mon parent par exemple en détention, alors que c'est un acteur politique, il va falloir travailler sur ma conscience pour qu'il puisse travailler pour vous en retour. Sinon, c'est pourquoi je dis, en termes de stratégie, il va falloir... On vous écoute, Ouahab quoi. Moi, je pense qu'avec les tests et l'élasticité au niveau donc, de la commune d'Abomey-Calavi, c'est pratiquement la commune ou la circonscription électorale qui visiblement a été un peu soulagée. Soulagée en ce sens que on passe de 4 et on va jusqu'à 8. Ça vient un peu faciliter la tâche, même s'il faut s'attendre... Quand vous parlez dans ce sens, je ne pense pas que ça soit vrai. Parce que quand vous dites faciliter la tâche, plus on augmente le nombre de sièges, plus les ambitions... Non, vous n'êtes pas... Vous ne m'avez peut-être pas laissé aller. Les appétits étaient déjà voraces. Les appétits étaient... Les ambitions étaient déjà nombreux. Donc, prendre, 4 sièges pour le nombre d'ambitions, si je suppose qu'il y a une centaine d'ambitions, et qu'à 100 personnes, il faut donner 4, ça devient un peu plus compliqué. Maintenant, si à 100 personnes, je dirais, il faut donner 8 places, ça devient un peu... En fait, ce n'est pas le soulagement total, mais toujours est-il que vous permettez que je puisse me réajuster, parce qu'avec nos sièges, là, c'est un peu de tout. Vous avez pris des poids aussi. Il a pris des poids. Oui, allez-y. Donc, au niveau de la 6e circonscription électorale et au niveau donc de la commune d'Abomey-Calavi, il y a des vieux routiers qui ne sont pas fatigués pour autant et qui souhaitent revenir, pour ne pas dire qui souhaitent poursuivre la bataille. On a cité tout à l'heure l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi qui, avec ce retour, est un lion, même s'il est en cage. Ceux qui sont déjà à l'opérationnel, même si il faut les évaluer à l'aune de leur bilan, parce que seul celui qui ne fait rien ne se trompe jamais. Quand on est à l'opérationnel, on a la facilité de se tromper. Donc, alors, quand on a fini de parler des vieux, il faut parler des têtes émergentes, de cette jeunesse qui se réaffirme, qui cherche à s'imposer de plus en plus. Et les noms, n'est-ce pas, on va certainement pas revenir sur non, on va y aller très rapidement, Ouahab, oui. Allons-y. Le temps est complètement parti. Non, on va donner la parole à une autre personne. D'accord, on y va.
on est en train de parler du nombre de sièges à répartir au nombre de partis politiques, de formations politiques qui ambitionnent siéger au Parlement. Dieu seul sait qu'ils sont vraiment nombreux, ces partis politiques. J'avais posé une question où je n'ai pas vu venir la réponse. Laquelle? À qui vous pensez que ces formations politiques devraient s'identifier pour véritablement tirer le grand nombre vers eux? Ce n'est pas forcément les additions que nous voyons, les soustractions de notre côté, mais les personnalités ou les acteurs politiques qui, franchement, feront l'élection dans cette circonscription électorale. Non, je crois qu'il qu'elles soient positionnées ou pas. Non, je crois qu'il y a une équipe qui travaille. Dans tous les partis, il y a des comités qui sont mis en place pour le choix, le positionnement des candidats. Donc, il y a un personnel, comme je l'ai dit, jeune, dans la 6e circonscription électorale. Les partis, que ce soit BE, que ce soit FCBE, que ce soit UPR, et même MOEL ou UDBN, ont la possibilité de mettre des jeunes qui sont très enthousiastes, parce que j'en ai vu. Et puis, un des buts poursuivis par la réforme, c'est faire en sorte que nous puissions aller à la rotation du personnel politique, surtout la promotion des jeunes cadres. Or, j'ai constaté qu'il y a des valeurs qui n'étaient pas révélées. Et à la faveur de cette réforme, on a vu au niveau, par exemple, du conseil communal, des jeunes qui animent bien. Et vous voyez la guéguerre. C'est pas facile de demander au maire Anjola Rwandi ce qui se passe. C'est pas facile. L'arbitrage, il est arrivé même dans le cadre de la mise en place des commissions. Vous avez vu que même le bloc républicain a déserté. Ils ont boycotté en présence du préfet. Bon, donc c'est-à-dire que la bataille sera rude. J'ai dit hier que la bataille se fera entre le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau. Il y a peut-être associalement... Cette bataille qui va se faire entre ces gros dinosaures, ça ne va pas profiter aux autres qui sont peut-être loin, à l'extérieur? Je veux parler des partis politiques de l'opposition ou même des partis politiques de la majorité présidentielle qui profiteront de cette situation. En fait, dans le cadre de la conquête des sièges, il y a la capacité du parti à arbitrer les divergences et à gérer les crises. Et j'ai vu l'Union progressiste, par exemple, gérer au mieux certaines crises, des crises graves qui ont failli ébranler le parti au niveau de la 6e circonscription électorale. Il faut saluer peut-être l'intervention du dinosaure du patriarche, Bruno Amoussou, d'Orden Alrati, de l'ADA. Je les ai vus à l'œuvre pour aplanir les divergences qui opposaient, par exemple, le maire à l'honorable Renfort et puis à d'autres personnalités. Donc, j'ai vu la capacité, par exemple, de l'Union progressiste à déployer les énergies pour gérer au mieux les crises, en fait, qui viennent envenimer les relations au niveau des partis. Et ça, c'est salutaire. Et ça donne une avance sur les possibilités de conquête de sièges. J'ai vu au niveau du bloc républicain, par exemple, les crises qui ont opposé, je vais citer le président Ronguet, Jean-Baptiste, à l'honorable Sokouepé et puis à Gilles Akbar. Ça s'est parfois transformé en des véritables théâtres. On ne peut pas tout dire ici sur un plateau. Mais on a constaté qu'il y a eu des problèmes au point qu'il y a eu des désertions. Ça veut dire qu'il y a un problème de gestion, de coordination à ce niveau-là. J'ai vu au sein, par exemple, de MOEL, des efforts qui ont été faits, mais MOEL n'a pas eu des conseillers et n'a pas des élus au Parlement, aura du mal à aller à la... Parce qu'il faut une onction, en fait. Et l'onction vous permet d'avoir un maillage sur le territoire. Donc, je crois que les partis qui ont l'avantage d'avoir des conseillers, des élus, ont forcément eu d'avance. Une longueur d'avance. Oui, Akimé, on va finir avec... Non, pertinent ce que dit Attadé, les partis qui ont déjà des élus une longueur d'avance. N'empêche que les autres aient dans le viseur la possibilité de véritablement convaincre les populations en tenant compte du bilan et de ceux qui ont déjà élaboré sur le terrain pour positionner sur les listes des personnes qui sont capables, comme James Zouma le dit, de tirer le parti vers le haut. Les législatives de 2023 constituent un gros challenge, je l'avais dit hier ici pour le Mouel Bénin par exemple, qui va faire feu de tout bois pour positionner des calibres et des personnes capables véritablement d'apporter un plus au parti politique. L'UDBN, ça, il n'y a rien à faire. La présidente d'honneur, je crois que c'est bien ça, et Claudine Prudencio, elle également va véritablement travailler à ce qui est bien, ce qui est dit, ce qui est entendu au niveau du parti, bien, que ce soit peut-être pour certains un mauvais passé, et que ce soit peut-être l'âge de la renaissance et de la maturité pour la formation politique au niveau donc de cette 6e circonscription électorale. Donc, dans tous les cas, il y a des têtes de pont et
on ne va pas peut-être citer des figures, vous demandez à quelle figure peut-on identifier les partis au point de rassurer les populations. Non, chacun a un élément qu'il peut apporter. Toujours est-il qu'il faut tenir compte forcément du caractère mouvant de la zone et de l'émergence des jeunes, parce que la 6e a cet avantage d'avoir des jeunes qui véritablement aujourd'hui ont travaillé à véritablement s'affirmer sur le terrain, et ça va peser en termes de choix, parce qu'un mauvais choix fait va impacter le comportement des électeurs le 8 janvier prochain. Voilà. Oui, très rapidement, quand vous faites le point, globalement, Godomé seul a 19 conseillers sur les 37 de Calavi. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que la réforme n'a pas prévu qu'on puisse s'érier ou alors subdiviser la commune de Godomé, en fait l'arrondissement de Godomé, parce que c'est un très grand arrondissement. Et vous vous rendez compte que c'est dans Godomé qu'ils ont fait du 5-12-2, c'est-à-dire 5 BR, 12 UP et 2 FCBE. Ça veut dire quoi? Et n'oubliez pas également cette force politique que constitue l'UDBN dans Godomé, Mouel Béné aussi qui est là. Et donc tout va se jouer. Si les deux frères se livrent à des guerres fratricides, ça pourrait avantager les autres qui constituent le troisième larron. Donc je pense que tout se fera partie du casting qui sera fait par sa formation politique dans la commune de Godomé. N'oubliez pas que dans la zone de Godomé, on parle de commune politique de Godomé. C'est vrai que c'est un peu complexe, mais il faut y aller et on attend de voir. Le 28 octobre, c'est pas loin, c'est dans 3 semaines. Le 28, vous patientez tranquillement jusqu'au 2 novembre. Jusqu'au 4 de novembre, le 4 novembre officiellement, quand la Sénat affichera les listes. Je propose que lundi prochain, on revienne sur la 7e circonscription électorale, la 8e, la 9e, et si nous avons le temps, on ira jusqu'à la 10e circonscription électorale, parce que là-bas aussi, il y aura forcément bataille avec les acteurs politiques que nous voyons. Très rapidement, on va dire un mot sur cet événement culturel et cultuel qui va se tenir le week-end à venir. Il s'agit donc de la célébration de l'édition 2022 de la fête de la Gani. 2 rendez-vous manqués, 2020-2021, en raison de ce que nous savons, la pandémie du coronavirus. Cette fois-ci, je pense que nous y sommes et c'est bien. La Gani aura lieu. Wakabali Para. La Gani aura lieu cette année parce que on a eu d'empêchements liés donc au coronavirus pour que les éditions de 2020-2021 ne soient pas célébrées. L'événement a donc manqué aussi bien aux populations du Borgou, de tous les Béninois qu'à l'international. Vous n'êtes pas sans savoir que cette fête a souvent fait drainer du monde, a souvent fait drainer également des touristes. Ce n'est pas pour rien qu'en dépit de tout, la Gani bien entendu, en dépit de tout, le gouvernement béninois en conseil des ministres la dernière fois a décidé de revoir les choses, c'est-à-dire le cadre où se déroule, je dirais de façon officielle, cette célébration chez l'empereur de Niki, le Sinaboko donc de Niki. Le palais du Royal sera revu de manière à ce qu'on puisse hisser davantage haut, n'est-ce pas, la célébration de la Gani, parce que toute la beauté s'y trouve. La cavalerie et tout ce qui va avec, c'est d'espérer, comme les préparatifs tels qu'on le lit sur les réseaux sociaux et qu'on entend de la bouche de ceux qui sont dans l'organisation, la hauteur et la beauté qu'on veut apporter, n'est-ce pas, pour 2022. On va donc souhaiter bonne fête, n'est-ce pas, à nos frères de cette région du Bénin. D'accord, oui. On a eu une fête identitaire, oui. Culturelle et culturelle. Qui rehausse également l'image du Bénin à l'international. C'est aussi une fête nationale, qu'on veuille ou non. Parce qu'il faut saluer surtout les investissements massifs que le gouvernement a décidé d'orienter pour améliorer le cadre de Niki, et le palais royal, et puis l'environnement dans lequel se déroule, se célèbre cette fête. Donc il faut prier pour que tout se passe dorénavant bien, et que nous ayons un cadre adéquat afin qu'à l'international, les gens puissent continuer à citer le Bénin comme une des références. Je voudrais aussi surtout féliciter les acteurs, le comité qui prépare cette fête, et les appeler à mettre les petits plans dans les grands et faire en sorte qu'avec doigté, que cette fête soit une réussite totale. Donc la Gani, c'est historique. Ça fait plusieurs fois que nous la célébrons. Nous savons qu'il y a des institutions internationales qui s'en préoccupent. Les touristes. Voilà, c'est ça. Donc c'est une fête à célébrer, et puis le gouvernement fait beaucoup pour assurer la sécurité, mais aussi à faire l'option des investissements massifs
a orienté vers Niki, afin que Niki devienne un cadre qui capte non seulement la manne financière, mais aussi Niki s'améliore en termes de cadre de vie, cadre de déroulement des festivités. Est-ce que vous avez déjà une fois séjourné en cette période-là à Niki? Oui, vous savez que je suis un historien, et puis j'ai grandi à Parakou, j'ai fait 19 ans à Parakou, et puis de Parakou à Ndali et à Niki, il n'y a qu'un seul pas. C'est un plaisir pour moi d'aller à Niki. D'accord. Je crois que Attali a tout dit. C'est une fête identitaire, une fête traditionnelle, culturelle et culturelle, il a bien signifié. Célébrée depuis des années, c'est sur 48 heures. Et la Gani, ce n'est pas seulement à Niki, mais Niki est dans le top de la célébration de la Gani au niveau de l'air culturel Batonou et Beau. Et donc, du coup, après Niki, on aura donc la fête qui va se dérouler à Djougou, qui va se dérouler à Kouandé, qui va se dérouler un peu partout. En tout cas, tous ceux qui partagent cet espace-là vont se réjouir. C'est l'occasion, comme il a dit, d'abord de grandes retrouvailles, parce que les fils qui sont restés des années sans se voir ont l'occasion de prendre rendez-vous à l'occasion de la fête de la Gani. Donc, la commune de Niki fait sa grosse toilette, aussi bien au niveau des grosses artères, mais aussi dans les ménages, parce que il faut préparer l'arrivée de tel cousin, de tel oncle, de telle nièce, de tel neveu et consort. Accueillir également les amis, ça c'est la préparation individuelle. Et maintenant au niveau de la cour impériale, un travail sérieux se fait. D'ailleurs, le dernier conseil des ministres tenu au niveau de la cour datant du 30 septembre a mis les bouchées doubles afin que cette célébration soit intéressante. La fête de la Gani, ce n'est pas seulement les populations de Niki qui en profitent, il y a des mobilisations qui partent d'un peu partout. Les images, j'espère qu'on va peut-être nous les proposer encore. Ça, c'est une préparation de la participation à la fête de la Gani par les cavaliers au niveau donc de la commune de Parakou. C'est sous la direction du chef du 3e arrondissement de la ville de Parakou, Chabi Ibrahim Mamam. Et dans les images, on a vu une personnalité d'un certain âge qui doit être le père géniteur de la vice-présidente de notre pays, qui également fait partie des têtes pensantes, des personnes qui sont investies dans l'organisation et la célébration de la fête de la Gani. Entre-temps, c'était avec le feu père du chef du 3e arrondissement, Chabi Foununga, qu'on ne présente plus au niveau de la commune de Parakou. Donc, c'est l'occasion de repartir, de se ressourcer vers ces personnalités pour demander leur bénédiction afin de véritablement participer à la fête de la Gani. Donc, ça, ce sont les cavaliers qui se préparent bien pour cette célébration. Et n'oublions pas qu'en dehors du 8, où il y aura le parcours rituel, le 9, il y a la Kayessi, et c'est un événement très important pour les populations de l'espace culturel. Merci de nous rappeler ces grands moments. Vous savez, c'est vrai, vous me pardonnerez de parler de la Gani en parlant des effluves politiques qu'on pourrait constater sur le terrain, parce que n'oubliez pas que c'est vrai, ils ont tout dit, rendez-vous culturel, identitaire, rendez-vous politique, vous allez voir que bon, et on profite de l'occasion pour aller, pour se faire remarquer, pour aller ci, pour aller ça. Donc on va souhaiter bonne fête à tous, y compris aux acteurs politiques aussi. Voilà. Merci Herman Akime Wakabalikpara. Merci beaucoup et merci à vous, Loge Francis Attali, pour nos discussions de ce matin. Demain, c'est vendredi déjà Mauloud. À toute la communauté musulmane, nous souhaitons une très bonne fête de Mauloud. Rendez-vous lundi sur Actu Matin. Et voici pour vous le point de l'actualité avec Assiong Monkani. Assiong, bon, ce sera la revue de presse. Et en plateau, nous vous disons bien merci. Et un très bon long week-end à tous. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la revue de presse. Dans le cadre de la visite de travail du président Patrice Talon en Hollande, Fraternité révèle que la délégation conduite par le chef de l'État aux Pays-Bas a décroché un important financement au profit de 3 grands projets. Le journal rappelle que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadagne, a signé 3 accords de financement de 118 milliards de francs CFA avec George Ortuizen, Chief Executive Officer de Invest International, le mardi 4 octobre 2022. C'est une prouesse pour la première journée de la visite de travail du chef de l'État aux Pays-Bas, estime le journal. À l'instar de la communauté internationale, écrit l'autre vision,
Le Bénin a célébré hier mercredi la 29e journée mondiale des enseignants. Pour marquer d'un saut particulier cet événement de grande portée, le docteur Deo Gracias Orphée Zunji a choisi de célébrer cette journée aux côtés des directeurs et directrices des écoles maternelles et primaires publiques de l'arrondissement de Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. En croit le journal, le reversement des AME dans la fonction publique est l'essentiel de ce qu'il faut retenir des échanges lors de cette manifestation qui s'est déroulée à Togba. Il formule par ailleurs le vœu de voir une amélioration concrète et substantielle des conditions de vie et de travail des aspirants. Et puis, au nombre des activités génératrices de revenus au Bénin, Fraternité trouve le maraîchage qui occupe une place de choix en pleine expansion. Cette filière se trouve malgré tout confrontée à de nombreuses difficultés, notamment liées à la dualité entre l'usage des engrais chimiques et ce bio. Les maraîchers qui s'investissent dans l'agriculture biologique se donnent les moyens de leurs ambitions, car malgré les lourds sacrifices, ils savent qu'une frange de la population reconnaît la valeur des produits biologiques. Cela nécessite une veille accrue et de l'investissement en temps, en énergie et en argent. Et pour amortir les charges liées à cette production, certains maraîchers reçoivent l'appui non seulement du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques et financiers en termes de rendement et de bénéfices effectués sur la vente. Fait observer le journal, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes. Les choses changeront si les consommateurs donnent priorité à leur santé, déduit le journal qui titre qu'au nom du profit, la culture bio est en berne. Avec le matinal, on peut lire que les démissionnaires du parti Force Kouri pour un Bénin émergent ont du souci à se faire. Le parti dirigé par Paul Humpé a décidé de retirer sa confiance à tous les conseillers communaux qui ont claqué la porte pour rejoindre l'Union progressiste, le Renouveau ou encore le Bloc républicain. Le cas de la commune de Kani a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, selon le journal. Religion avec le pays émergent qui relate que sur invitation de Dame Priska Ahwandokou, le prophète Eric Sem du Cameroun, fondateur de l'Église, le ministère international de la liberté, est au Bénin depuis dimanche dans le cadre d'une grande croisade d'évangélisation qui va se dérouler du jeudi 6 au dimanche 9 octobre 2022 à Akbakpa Segbeya de Cotonou. Il s'agit, explique le journal, il s'agit d'un programme au cours duquel l'homme de Dieu tentera de décoder la vie des croyants par des prophéties. Il opère puissamment dans le domaine, il libère miraculeusement les femmes du joug de la stérilité en les gratifiant de bébés miracles. Merci d'avoir suivi la revue de presse.